Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Ce matin, c'est la troisième série, troisième épisode autour de cette jolie chronique. Voilà, cette connexion autour de l'initiation d'Avalon. Et donc ce matin, tu vas nous parler de nos parts d'ombre notamment. Donc je te laisse faire le job. Et oui, aujourd'hui, voilà, je voulais continuer sur ce cheminement de prêtresse d'Avalon que j'ai pu faire moi-même et que, même si on ne fait pas forcément un cheminement sur Avalon, c'est quelque chose qu'on va forcément rencontrer dans sa pratique, le travail avec sa part d'ombre. Et du coup, voilà, je voulais prendre un petit temps aujourd'hui pour un petit peu redéfinir la part d'ombre, un petit peu, enlever certaines fausses croyances parfois qu'on peut avoir sur la part d'ombre et qu'est-ce que ça un petit peu implique de faire ce travail. Donc du coup, déjà, ma chère Alina, pour toi, la part d'ombre, tu dirais que c'est quoi ? Oh là, plein de choses. Plein de choses, des émotions que l'on peut ressentir négatives suivant certaines situations. Ça peut aussi générer notre part d'ombre. La manière aussi dont on peut se percevoir, alors que c'est pas forcément celle que l'on pense que c'est. Donc là aussi, il faut savoir les voir, les définir et les comprendre. Pourquoi on pense ceci ou cela de soi, pourquoi les autres pensent ceci ou cela de nous aussi. Ça fait partie de nos parts d'ombre. Enfin, il y a plein de choses en fait. Alors justement, voilà, tu vois, donc ce que tu partages, ça fait un peu partie justement de moi, ce que j'appelle certaines, pas forcément fausses croyances, mais simplement en fait mauvaise association. Voilà. Ah. C'est-à-dire que effectivement, tu as raison, la part d'ombre est constituée, voilà, de pas mal d'émotions qui sont souvent des émotions refoulées d'ailleurs, suite à des blessures, suite à des traumatismes, suite à des problématiques en éducation ou sociétales où on nous dit non mais faut pas être comme ci, faut pas être comme ça, etc. Mais en fait, notre part d'ombre, c'est pas du tout quelque chose qui n'est pas nous. Justement, c'est quelque chose qui est complètement nous. C'est simplement une partie de nous qu'on a vraiment mis de côté. Souvent, selon chaque caractère, certains vont l'enfermer, d'autres vont la faire taire. Mais en gros, si on donne un petit peu cette image-là, imaginez en fait que votre pardon, c'est cette part de vous dont vous vous êtes coupé, parce que c'est elle qui a pris toutes les différentes blessures, tous les différents traumas et les schémas d'éducation qui étaient restrictifs pour vous. Et du coup, vous l'avez enfermé, justement, mais sans lui dire pourquoi. Donc, en gros, c'est un petit peu notre pardon, c'est la part de nous qui a été enfermée sans procès et complètement injustement, sans qu'on lui dise pourquoi. Et bien évidemment, avec les années passant, de toute façon, imaginez vous êtes enfermé sans qu'on vous dise pourquoi. Clairement, vous n'allez pas être joyeuse quand quelqu'un vient vous voir en prison. Vous voyez ? Donc, du coup, c'est un petit peu ça, en fait, notre pardon. La pardon, en fait, c'est cette accumulation de plein de choses qu'on n'aime pas de soi ou qu'on nous a dit qui n'étaient pas bonnes d'être ou de faire, etc. Et du coup, on s'est réprimé de faire tout ça, alors qu'en fait, la part d'ombre, on ne peut pas vivre sans elle, dans le sens que c'est elle qui possède absolument toutes ces différentes forces positives, c'est-à-dire forces positives, c'est surtout ces différentes forces, justement. C'est-à-dire c'est elle qui est notre résilience, qui est notre puissance, qui est notre capacité d'adaptation, qui est notre moteur en fait. La part de lumière, contrairement à ce qu'on pense et que tout le monde veut, oui, je veux vivre dans la lumière, je veux vivre dans la lumière, oui, et on peut vivre dans la lumière complètement en étant réconcilié avec sa part d'ombre, mais il ne peut y avoir en fait de correcte vie en fait dans la lumière, parce que la lumière n'est pas quelque chose qui est actif. La lumière est quelque chose qui est plus passif. Elle a besoin de la part d'ombre pour lui donner ce moteur, justement. Donc, en fait, en se coupant de sa part d'ombre, eh bien, on s'est coupé d'une bonne partie de soi et d'une bonne partie d'énergie qu'on a besoin de récupérer, justement, pour être plus souveraine dans sa vie. Mais j'avais une question. Donc, imaginons tout au long de ta vie, tu rencontres des gens, et puis ces gens-là te mettent des choses sombres en toi, en fait. Moi, je pense par exemple au trauma, les choses comme ça que les gens ont pu vivre étant enfants, notamment. Ça, c'est pas toi, c'est eux qui te mettent ça en toi. Est-ce que ça fait partie aussi de ton ombre, en fait ? Également, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de toi, parce qu'on te l'a mis alors que tu n'as pas souhaité l'avoir ? Alors en fait, dans ce que tu partages, là, c'est comme tu dis, c'est des gens qui t'ont fait vivre certaines choses et qui t'ont
mis voilà, du négatif en toi. Encore une fois, alors moi personnellement, je suis très partisane de cette vision des choses, c'est-à-dire que le monde est un miroir. Mm. Donc les gens, en fait, ne sont que des miroirs de certaines de nos facettes que l'on ne veut pas voir. Je vais te prendre un exemple. Par exemple, voilà, tu es dans une entreprise, tu travailles, etc. Et tu es ultra en colère, ultra frustré par ton collègue qui, lui, prend des pauses, tire l'arigot, la pause clope, la pause café. Et tu te retrouves, toi, à ne pas prendre de pause et à limite faire le travail qu'il devrait faire lui-même. Donc, ça t'énerve. Et donc, du coup, tu es en colère, etc. Donc, tu as une émotion de colère qui vient. Colère, émotion qu'on a associée très souvent, justement, à la part d'ombre. Et du coup, tu dis, ouais, c'est de sa faute, il fait pas son travail, il n'est pas quelqu'un de responsable, etc., etc. Alors que si tu creuses un tout petit peu, cette personne-là, en fait, elle matérialise pour toi une part de toi, en fait, que tu ne vois pas. Là, en l'occurrence, elle matérialise le fait que toi, tu aimerais bien prendre des pauses, tout en étant une bonne personne et quelqu'un qui fait son travail correctement, mais tu t'autorises pas à le faire. Donc là, effectivement, c'est cette... même si c'est une émotion négative qu'on a en nous, c'est pas l'autre qui la met, l'autre vient simplement la révéler en fait. De la même manière, les gens qui vont dire ah là là, moi je déteste qu'on me mente, etc. Et ça monte une telle colère quand quelqu'un te ment. Mais en fait, si tu es un tant soit peu honnête avec toi-même, tu te rends compte que si ça te fait réagir autant, que l'autre te fasse réagir autant dans cette colère comme ça, eh bien, c'est parce que du coup, toi, à l'intérieur, il y a une petite partie de toi qui, malgré tout, ment parfois. Parce que les humains mentent, c'est pas pour ça. Il n'y a aucun humain sur Terre qui ne ment jamais, même des tout petits micro-mensonges. Le simple fait de dire aux enfants que le Père Noël existe, ce genre de choses, voilà. Mais du coup, ça veut dire que là, tu détestes toi-même cette toute petite part de toi qui est capable de mentir et qui est reflétée à l'extérieur dans l'autre. Donc en fait, c'est ça que je veux montrer, c'est que là, pardon, c'est pas quelqu'un qui nous la met, c'est simplement que les événements extérieurs vont venir révéler des choses qu'on a oubliées de soi ou qu'on a cachées de soi. Et en fait, la pardon, il faut la voir un petit peu comme les voyants rouges qui s'allument dans une voiture. C'est-à-dire que dès l'instant qu'il y a un problème, c'est elle qui réagit. Parce que c'est elle qui est là pour nous défendre, c'est elle qui est là pour nous donner de la force, c'est elle qui est là pour justement nous permettre de prendre notre place. Donc dès l'instant qu'il y a un truc à l'extérieur qui ne va pas, c'est elle qui va montrer qu'il y a une limite qui a été dépassée, quelque chose qui n'a pas été respecté, etc., etc. Oui, je vois. Donc voilà un petit peu, c'est pour pouvoir un petit peu démystifier voilà, ce côté de la pardon, et notamment aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on parle de pardon, ils disent, mon Dieu, mais je vais affronter quelque chose d'absolument atroce, horrible, etc. Donc, comme je disais un peu tout à l'heure, avec les différents traumas, les différentes blessures qu'on peut avoir, et on n'a pas forcément envie de replonger là-dedans et de s'y confronter. Mais que ce soit sur le chemin de spiritualité d'Avalon, ou que ce soit sur n'importe quel chemin de spiritualité, c'est un peu un passage obligé parce que tout chemin de spiritualité, au final, mène à quoi? Mène à être plus souveraine, plus souverain, souveraine de sa vie, plus acteur, actrice de sa vie. Et donc, on ne peut pas être acteur et pleinement acteur s'il nous manque cette part-là, cette énergie-là qui nous rend complète, en fait. Donc, du coup, ce travail-là de se dire, mon Dieu, mais je vais affronter quelque chose d'horrible, pas toujours le cas, en fait. C'est-à-dire que moi, j'accompagne énormément de personnes dans ce travail-là. Et généralement, c'est ce qu'elles disent toutes. C'est, mon Dieu, mais j'aurais cru que ce serait pire que ce que j'ai affronté. Et en fait, pourquoi c'est pire que ce qu'on a affronté? Parce que comme n'importe quel cauchemar d'enfant, on grossit énormément les détails, on se dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça va être horrible, atroce, etc. Quand on se retrouve face à face avec, qu'est-ce qui se passe? Et bien d'un coup, en fait, on se rend compte, déjà que c'est quelque chose qui nous appartient, c'est nous-mêmes dans une situation en fait absolument atroce parfois, oui, mais c'est simplement nous-mêmes. Qu'on a oublié, une part qu'on a oubliée et qui n'a pas reçu ni de lumière, ni d'amour, ni quoi que ce soit. Et là, d'un coup, quand on se retrouve face à face, on ne peut que avoir de la compassion pour cette part-là, même si au départ, elle n'est pas tout de suite acceptée, mais en tout cas, on ne peut avoir que la compassion sur cette part-là parce qu'on voit la blessure, on ne voit pas la violence, on ne voit pas la méchanceté, on ne voit pas la cruauté, on voit en fait la blessure qui est derrière. Et on sait inconsciemment que c'est nous-mêmes qui nous sommes infligés ça à nous-mêmes.
certes par des circonstances extérieures qui nous ont amenés à faire ça. Bien évidemment, une éducation absolument restrictive, etc., fait que un enfant va se comporter comme ses parents veulent qu'il se comporte, et ça crée des blessures, bien évidemment. Donc, c'est pas lui qui a choisi, ou alors oui, on va prendre cet exemple-là de oui, c'est lui qui choisit, dans le sens que c'est son choix d'incarnation, si on a cette croyance-là. Mais du coup, c'est effectivement lui qui a fait ça à lui-même d'une certaine manière, qui a décidé de dire oui, je mets cette part de côté pour être plus accepté. Donc là, tout le cheminement, et pour se retrouver plus actrice, plus souveraine, etc., de sa vie, c'est de travailler avec cette part d'ombre, d'affronter cette part d'ombre et d'aller justement lui rajouter un petit peu plus de lumière. Alors, c'est très intéressant ce que tu expliques, mais ça veut dire, tu vois, le mot affronter, le fait de mettre des mots comme ça aussi forts, c'est un petit peu logique en fin de compte que les gens aient tendance à penser que ça va être dur. Alors qu'en fait, tu nous dis il y a quelques minutes que les gens généralement se font des montagnes, mais en réalité, c'est pas si intense ou si difficile que ça. Et ils en ressortent épanouis. Donc tu vois, dire des mots comme affronter, on a tendance à penser que si, ça va être dur, tu vois. Alors effectivement, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas garantir à 100% ça va être dur ou pas. Ouais, là, c'est un petit peu la problématique. Et donc, c'est vrai que pourquoi on utilise des mots comme confronter, affronter, etc., comme tu as raison totalement, hein, c'est vraiment un langage qui invite à la peur de devoir se retrouver face à ça. On pourrait simplement dire retrouver, tu vois, ça, quelque chose de beaucoup plus doux, en fait. Et de fait, c'est quelque chose qui se passe, en fait. Moi, je parle souvent de se réconcilier avec ça, Donc, c'est simplement qu'on va aller à sa rencontre, on va aller la voir, on va aller identifier les différentes blessures, pourquoi on l'a mis là, qu'est-ce qui a fait que. Et au bout d'un moment, en fait, on arrive à récupérer cette énergie dont on s'est séparé pour pouvoir vivre plus en harmonie avec elle. Donc, effectivement, tu as raison. Les termes, parfois, sont mal choisis. Mais disons que ça engendre, disons que ça peut engendrer justement un stress supplémentaire à vouloir faire ce travail. C'est ça. Et ce qui fait que justement, alors, comme je disais, tout le monde est... moi, je sais que dans mon propre cheminement spirituel, au départ, je me suis un peu retrouvée confrontée à ça, comme beaucoup d'entre nous, en fait. Voilà, c'est pas du prévu, hein, ça nous arrive un petit peu dessus. Et bien évidemment, on panique, c'est sûr, hein, parce que on sait parfois... à quel point on peut être capable de violence, de méchanceté, etc. Donc, et on n'a pas envie d'être comme ça parce que on a fait un choix dans cette vie-là d'être une certaine personne, d'être plus dans un cheminement de lumière. Donc, on n'a pas du tout envie de laisser sortir ce côté violent, cruel, etc. Parce que surtout, on voit absolument pas qu'est-ce que ça peut apporter de positif dans la vie. Hein. Et là, on est tous d'accord pour ça. Sauf que, encore une fois, là, ce qui s'exprime de notre pardon, et la seule chose qu'on connaît de notre pardon, c'est sa réaction, justement. Elle est en réaction par rapport à une situation. Donc, la situation dans laquelle on l'a mise. Et deux, elle va toujours réagir quand il y a dans votre environnement, ou dans tout ce qui va se passer dans votre vie, elle est là pour vous protéger au final. Donc, elle va forcément réagir, mais elle va réagir justement de manière complètement excessive. D'où ce côté parfois de pulsion violente, pulsion cruelle, pulsion de colère, etc., etc. Alors qu'en fait, quand on creuse encore une fois un petit peu derrière, la colère, au final, c'est une alerte qui est une limite qui a été dépassée. Du coup, c'est quoi la limite qui a été dépassée? C'est quoi le besoin là que j'ai pas rempli? Et là, d'un coup, en fait, la colère devient un cadeau parce qu'elle devient une alerte de protection. Et donc, on peut justement se dire, OK, ma part d'ombre est nécessaire à ma vie, je peux la réintégrer en moi sans avoir besoin de laisser s'exprimer cette violence et cette cruauté, mais simplement en écoutant son alerte. Et là, ça change tout. Et oui, parce que là, tu conscientises l'émotion que ça génère, et donc tu vois concrètement ce qui fait écho en fait à la situation. Exactement. Et donc là, ça devient vraiment notre allié au final. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur de son pouvoir parce que de fait, pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes dans un cheminement spirituel qui travaillent avec leur pardon? Comme je disais tout à l'heure, c'est un passage obligé. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre société a été construite d'une certaine manière qui fait qu'on nous apprend très jeune que le pouvoir, c'est quelque chose de mal. Et en plus, on a des exemples parfois dans nos gouvernements qui nous corroborent un petit peu cette croyance-là.
Donc, on se dit, il vaut mieux pas avoir de pouvoir parce que quand on a du pouvoir, ça corrompt, ça, voilà. Et donc, même les films, en fait, sont chargés de ce type de message-là. Le pouvoir, c'est quelque chose qui va nous corrompre. Et donc, en fait, quand on sait que notre part d'ombre, c'est justement ce pouvoir, cette souveraineté, mais qui peut être saine, encore une fois, du coup, on a refusé de travailler avec cette part d'ombre-là parce que très, très jeune, on nous a dit, il faut pas avoir du pouvoir, il faut pas être souverain, il faut, voilà. Donc, tout ce genre de choses-là fait que cette étape du travail avec la pardon fait partie de ce cheminement de redevenir souverain, redevenir acteur, parce qu'on revendique un pouvoir dont on s'est coupé. Et là, du coup, ça prend vraiment toute son ampleur aussi dans nos sociétés maintenant, où on se rend compte que de plus en plus de personnes, c'est un petit peu la même métaphore qu'avec la matrice, en fait. On sort de la matrice, on devient autonome et on comprend les choses comme elles sont. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'en revendiquant ce pouvoir qu'on a mis de côté, d'un coup, en fait, on peut reprendre une posture beaucoup plus souveraine, beaucoup plus actrice, parce que on comprend en fait les choses, on est à l'écoute de soi, de ses besoins, etc. Et pas en reproduisant de dire, voilà, pour être une personne fonctionnelle dans la société, il faut agir comme ça, la colère, c'est mal, etc. Non, il n'y a aucune émotion qui est bien ou mal, en fait. Les émotions sont simplement des alertes. Et donc, du coup, partant de ce principe-là, on redevient justement beaucoup plus en compréhension de notre fonctionnement. Et travailler avec sa pardon, mais récupérer cette énergie de sa pardon, fait partie de ce travail de réautonomisation, si je peux dire. Alors, j'avais une question, et je pense que beaucoup de personnes se la posent, très certainement. Dans notre milieu, en fait, on est souvent des personnes qui avons été rejetées. On est souvent les moutons noirs de la famille. Et c'est vrai que cette part d'ombre que l'on vit en nous, en fait, du rejet de l'autre, parce qu'on existe, parce qu'on est là, comment on peut arriver à transcender ça, tu vois, en faisant ce travail de l'ombre? En cessant d'être la victime. D'accord. C'est-à-dire que le principe même du mouton noir, le principe même du vilain petit canard. Moi, c'était une histoire quand j'étais petite que j'adorais que ma maman me raconte, celle du vilain petit canard. Donc pour ceux et celles qui connaissent pas trop l'histoire, c'est au final, c'est pas du tout un canard, c'est un cygne, mais il grandit que avec des canards et donc il se sent tout le temps à côté de la plaque, pas accepté jusqu'au point d'être rejeté de sa famille canard parce que c'est pas un canard, mais personne sait que c'est un cygne. Et lui, il rêve en fait d'être ce cygne, et pour autant, en fait, il est sûr qu'il est un canard. Et au final, les moutons noirs, c'est la même chose, c'est-à-dire que les personnes qui sont, comme tu dis, voilà, moutons noirs dans leur famille, qui sont rejetés pour certains aspects qu'ils vont avoir ou quoi que ce soit. Pourquoi on est rejeté en fait? C'est parce que on n'a pas encore nous-mêmes accepté cette. Alors, je veux parler de dons ni de capacité parce que c'est pas, faut pas rentrer dans un mode égotique quel qu'il soit, ni ni autre chose, mais l'idée c'est que on a des capacités qui sont différentes, voilà, de notre famille, et on a des choses à apporter supplémentaires parfois à ce que notre famille apporte ou notre entourage ou notre réseau. Donc au final, pourquoi on est rejeté? Parce que nous-mêmes déjà, on a tellement voulu être reconnus par nos pères, donc que ça soit une famille ou d'autres personnes, qu'on a essayé de se comporter comme eux. Donc pour se comporter comme eux, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est coupé de cette partie de nous qui nous fait notre différence. Cette partie de nous qui fait notre différence devient au fur et à mesure notre part d'ombre et devient quelqu'un qui est en colère, qui se sent mal, etc., etc. Mais en fait, on s'est coupé de ce qui fait notre authenticité, de ce qui fait notre unicité, de ce qui fait notre pouvoir au final. Et donc, les personnes, en fait, nous rejettent parce qu'elles voient qu'il y a quelque chose de plus, même si c'est inconscient, mais elles voient qu'il y a un petit truc en plus, mais elles ne savent pas l'expliquer. Presque, elles vont envier cette chose-là et plutôt que justement d'accepter l'entièreté de la personne qu'on est, comme ça, on ne rentre pas dans les cases, ils préfèrent nous rejeter. Mais au final, c'est encore une fois un effet de miroir de notre propre rejet qu'on se fait à nous-mêmes parce qu'on a voulu appartenir à quelque chose qui n'est pas pour nous. Enfin, on pense que ce n'est pas pour nous. À tort, en fait. Comme le cygne.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire que le fameux vilain petit canard cygne, au final, il voulait être un canard alors que c'était un cygne. Et au plus profond de lui, il admirait les cygnes et de fait, il en était un. Donc effectivement, parfois, on est littéralement dans une famille qui n'est pas bonne pour nous. Donc, il y a plein, en fait, il y a plein de cas où, en fait, c'est pas une condition sine qua non d'amour inconditionnel de sa famille. Il y a des familles, en fait, où il y a des traumas, où il y a des relations toxiques, etc. Et c'est bien de s'en défaire pour arrêter de souffrir, justement. Et là, pareil, ça fait partie de ce qu'on nous a enseigné depuis tout petit. La famille, c'est de l'amour inconditionnel, c'est indestructible, etc. Pourquoi il y a autant d'enfants qui se sentent mal après en tant qu'adultes? Parce qu'ils n'ont pas forcément eu des parents aimants et du coup, ils pensent que c'est leur faute, alors que pas du tout, en fait. C'est simplement les circonstances de la vie qui ont fait que. Mais il n'y a aucune obligation de rester et de chercher à appartenir à quelque chose tout simplement parce que c'est notre famille de sang. Et comme on le sait notamment justement dans le domaine de la magie, il y a la famille de sang, il y a la famille de cœur, la famille avec laquelle on est et la famille qu'on choisit. Et donc là, du coup, ça montre bien cette petite distinction que on recherche tout le temps à appartenir à un groupe, mais à un groupe qui va vibrer dans la même énergie que nous. Waouh, Alexandra. C'est un vaste programme que de travailler sur sa part d'ombre. C'est un énorme programme, effectivement. C'est quelque chose qui, comme on disait tout à l'heure, voilà, qui n'est pas forcément évident à faire parce qu'on a parfois des peurs, parce que on se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver, on se demande si on va pas être submergé par cette part d'ombre à un moment donné qui va prendre le pouvoir sur nous. Et donc tout ça fait que oui, au départ, si vous ne vous sentez pas, avec assez d'outils en fait pour pouvoir travailler avec votre propre part d'ombre, c'est là en fait que divers thérapeutes et accompagnants peuvent intervenir parce que moi c'est un petit peu comme ça que je le présente dans mon accompagnement justement du féminin, ce que j'ai appelé le révèle ta déesse intérieure et qui est justement un chemin initiatique métaphorique que je crée pour ces femmes en lien avec Avalon et en fait je leur dis moi en fait je vais être là tout le long. C'est-à-dire que je vais marcher avec toi, je vais te tenir la main tout le long et tu peux être assuré que tu n'as absolument rien qui va te faire du mal. Pourquoi ? Parce que du coup, quand on va voir sa part d'ombre, on se dit, ça fait un petit moment que je l'ai enfermée comme ça, elle va certainement pas être joie, ça va me sauter dessus et elle va me faire du mal en fait. Alors que pas du tout, elle ne peut pas nous faire du mal. Elle est nous-mêmes, en fait. Mais notre mental, en fait, se raconte cette histoire-là, et donc ça fait partie de nos peurs qu'on se construit. Si maintenant vous y allez avec quelqu'un qui connaît, en fait, ce cheminement-là, qui l'a fait lui-même ou elle-même, du coup, il comprend un petit peu tous les rouages, en fait, de ce qui se passe. Il va être capable, en fait, de créer un espace de sécurité pour vous, comme un espace de magie, en fait, un cercle de protection, comme on peut faire quand on fait des incantations, etc. On crée un espace, un cocon de protection, dire non, on va aller la rencontrer, on va lui laisser le temps, un petit peu comme apprivoiser un animal sauvage, en fait. Dépendamment, il va être plus ou moins sauvage, dépendamment les personnes, mais à un moment donné, en fait, il n'y aura pas le choix que de se réconcilier avec vous parce que vous avez besoin d'elle comme elle a besoin de vous, en fait. C'est simplement, en fait, une espèce d'amour impossible au départ, voilà, qui s'est créé, mais c'est un amour qui est possible, en fait. C'est simplement d'arriver à comprendre l'un comme l'autre, de se dire, non, tu n'auras pas de pouvoir sur moi et je n'aurai pas non plus de pouvoir sur toi. Et là, il faut se rendre compte que quand on met de côté sa part d'ombre, on a appliqué et imposé sur elle notre pouvoir, nos propres décisions, ce qui est juste ou pas de faire. Et donc, plutôt que d'arriver à un consensus général, en fait. Et là, l'objectif, c'est justement d'arriver à cette réconciliation pour avoir le consensus général des deux parts. Et donc, un petit peu l'histoire
tout le monde doit probablement la connaître, cette histoire de tradition amérindienne du loup noir et du loup blanc, en fait. Malheureusement, dans beaucoup de posts Facebook, ça s'arrête juste à celui qui survit, c'est celui que tu nourris. Et en fait, quand on lit l'intégralité de la légende amérindienne du loup noir et du loup blanc, dit si tu les nourris tous les deux correctement, les deux vivront. Fait. Et c'est exactement l'objectif d'accomplir en fait avec notre pardon cette réconciliation-là et de prendre en fait les cadeaux qu'elle a à nous donner, mais sans penser que elle n'est que cette violence, cette cruauté, etc. Non, ça c'est sa réaction. Mais dans le fond du fond, elle n'est pas comme ça. De la même manière que quand vous êtes une très bonne personne, etc., quelque chose vous énerve, vous mettez en colère, fort heureusement, vous n'êtes pas cette harpie qui d'un coup, en fait, va tuer tout le monde. Pas du tout. C'est une réaction. Et donc, littéralement, dans le mot réaction, c'est réaction. J'agis une deuxième fois, en fait. Donc, j'agis par rapport à une situation. Là, l'idée maintenant est de ne pas être dans la réaction, mais dans l'action juste, c'est-à-dire que fort de toutes mes forces, de mes facettes d'ombre et de mes facettes de lumière, toutes combinées ensemble, je vais agir de cet espace réaligné, en fait. C'est extraordinaire. Pour résumer, vraiment, en fait, à partir du moment où il y a une réaction à quelque chose, à une émotion, c'est que derrière, il y a cette part d'ombre qui se révèle. C'est comme ça qu'on pourrait effectivement comprendre et analyser quelles sont nos parts d'ombre, en fait. C'est ça, c'est-à-dire de ne pas rester sur l'image que la pardon, c'est que cette partie qui réagit. Ça, c'est juste sa manière de se faire entendre à un moment donné où, en fait, moi, j'explique ça souvent comme ça, c'est-à-dire, imaginez, en fait, que dans cette prison dans laquelle on l'a mis, quand il y a une émotion vraiment intense qui vient vous toucher, en fait, ça crée comme une espèce de faille dans cette prison. Et ça lui laisse l'opportunité de pouvoir communiquer avec vous. Alors certes, ça va communiquer de cette manière un petit peu malsaine-là, mais à la base, en fait, c'est pas juste parce qu'elle n'a pas été écoutée depuis un bon moment, en fait. Donc au bout d'un moment, à force de pas être entendue, on rentre dans des excès, en fait. Et donc c'est la même chose quand on est dans une pensée purement dans le mental, purement dans le conscient, et ces brefs moments d'intuition qui se faufilent. Il faut voir en fait la pardon dans le même fonctionnement. C'est qu'elle va utiliser ces moments de fragilisation que vont créer des émotions intenses pour vous faire passer un message. Alors, il passe un petit peu à l'arrache, parce que du coup, il n'est pas forcément exactement le message qu'elle voudrait vous donner de base, mais c'est un message qui est surdimensionné pour vous montrer à quel point là, notamment dans le cas d'une colère, par exemple, là, il y a une limite qui a été dépassée. Si c'est de la tristesse, là, c'est pareil. Il y a quelque chose qui me blesse profondément, en fait. Donc, c'est d'aller voir après, au fur et à mesure, mais ça sera dans notre prochain épisode. On travaillera ça pour travailler sur comment on va chercher ses blessures, ses besoins, ses croyances. Mais en tout cas, c'est un peu l'idée. Alors, c'est très intéressant parce qu'en plus, dans ton plan, tu expliques aussi pourquoi on fait ça dans le cheminement, notamment d'Avalon. Oui, parce que du coup, tout le cheminement en fait d'Avalon, encore une fois, c'est le cheminement que moi j'ai choisi, que beaucoup de personnes vont choisir, etc. Il y a plein d'autres manières de le faire, mais du coup, en fait, Avalon, au final, qu'est-ce que c'est encore une fois? C'est ce sanctuaire de magie, ce sanctuaire du féminin sacré, cette île en fait mythologique, mystique, qui nous permet de redevenir pleine et entière. Et donc, du coup, oui, ça fait partie du cheminement parce que pour être pleine et entière, il ne faut pas être coupé d'une part de soi. Donc, pas être coupé de sa part d'ombre, il ne faut pas être coupé aussi parfois de certains... ça existe en fait des personnes qui ont ce qu'on appelle des bouts d'âme, en fait, dont ils se sont divisés parce qu'il y a eu un choc tellement terrible qu'ils ont divisé une partie de leur âme en plus. Donc, le cheminement d'Avalon, en fait, permet de rencontrer en fait toutes ces facettes et de savoir en fait utiliser et travailler avec ces facettes. Parce que du coup, on a besoin d'avoir toute cette connaissance-là, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir agir de cet espace équilibré, harmonisé en fait. Donc oui, c'est pas un cheminement facile, pas du tout. Là, c'est purement de la théorie, mais dans mon vécu, je sais que c'est des choses qu'on va travailler tout au long de notre vie, en fait, parce que l'étape de la rencontre, elle va se faire relativement assez rapidement. Et après, au fur et à mesure, dépendamment là où on en est dans son propre cheminement, dans sa propre vie,
la phase d'acceptation va être plus ou moins longue. Parce que y a le fait de rencontrer sa part d'ombre, oui, et après c'est d'accepter que c'est vraiment nous, en fait, d'accepter que c'est vraiment une part de nous. Et ensuite on passe dans la phase de la réconciliation. Mais même en fait, une fois qu'on a fait tout le chemin de réconciliation, il y a aussi parfois la phase de pardon. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment, et pourtant, ça fait presque 20 ans que j'ai fait ce travail de rencontre avec ma pardon. Donc, comme quoi, on travaille toujours un petit peu. Et après, comme je disais, comme c'est une alerte, en fait, elle nous montre là où il y a des limites dépassées, où il y a des choses qui ne sont pas entendues, forcément, on va travailler avec elle toute notre vie. Mais cette étape, voilà, ces étapes de rencontre, acceptation, réconciliation et pardon. Pardon, pourquoi? Parce que du coup, dépendamment de ce que vous trouvez dans votre part d'ombre, vous avez pu la mettre de côté parce qu'à un moment donné, vous avez agi de ce que vous allez considérer pour vous-même comme mal. Que ce soit dans cette vie-ci ou que ce soit dans une vie antérieure, peu importe. Donc, du coup, c'est une chose d'accepter que c'est un fait, etc., de se réconcilier avec elle, voilà, pour récupérer le pouvoir que vous avez mis de côté, mais d'accepter de lui offrir ce pardon et de par le fait de vous l'offrir à vous-même. Ça aussi, ça peut être une étape qui est longue à faire. Donc oui, c'est un cheminement qui va durer toute notre vie, mais qui, dans cette thématique justement d'Avalon, l'objectif est de redevenir souveraine de sa vie pour ramener après sa contribution au monde. C'est un petit peu l'étape obligée, effectivement. Comme je dis, c'est un cheminement initiatique de parcours spirituel. Donc là, ça se fait pour Avalon. Donc on va travailler avec justement les divinités. Plus de transformation. Donc, on va travailler avec Morrigan, on va travailler avec Keridwen, toutes ces déesses, en fait. On va travailler avec Ariane Rod également aussi, donc la tisseuse du karma. Donc, on va travailler sur des choses qui, effectivement, peuvent paraître lourdes, peuvent paraître compliquées, etc., mais qui sont un passage nécessaire, en fait, pour retrouver cette complétude de qui on est, de la femme que l'on est, de l'homme que l'on est. Bien évidemment, c'est pas uniquement réservé aux femmes, mais voilà, c'est cette idée de retrouver et de réabsorber en soi toutes ces facettes et qu'elles prennent tous la même place. Donc, il n'y ait pas de toi, tu as plus d'autorité que toi. Non, tout le monde a la même et une égalité d'autorité. En fait, on a besoin de toutes ces facettes. La nature elle-même est ombre et lumière. Donc, on a besoin en fait de reconnaître que c'est OK d'avoir cette part d'ombre, mais que cette part d'ombre peut être totalement canalisée dans son énergie pour des objectifs lumineux. C'est pas parce que vous vous réconciliez avec votre part d'ombre que vous devenez quelqu'un qui est psychopathe. Encore une fois. Tu imagines? Ça fait vachement sens ce que tu expliques parce que moi je vois autour de moi il y a aussi pas mal de praticiens dans ce milieu qui disent travailler sur leur part d'ombre, mais en fait qui pratiquent sans vraiment creuser, tu vois, à la source de ces parts d'ombre, et qui pratiquent inconsciemment en faisant des choses peut-être même complètement dingues et ne se rendant pas compte en fin de compte qu'il faut d'abord faire ce travail sur soi. Oui, parce que du coup, c'est pas un travail qui est facile. Oui. Et que ça nous oblige à voir des facettes de nous dont on n'est pas très fier. Et il faut aussi le reconnaître. Hein. Donc c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie un matin. On se dit tiens, je vais aller voir tous mes défauts. Ça va être sympa. Non, c'est sûr que c'est pas le truc sympa qu'on a envie de faire. Mais de fait, tu as raison. Alors ça vaut pour tous les types de pratiques. Hein. Moi, j'en vois énormément qui effleurent en fait la surface d'une pratique parce que c'est magique, parce que c'est sympa, parce que tout ça, mais qui ne font pas le travail en profondeur parce qu'ils n'ont pas compris les objectifs. C'est que pour moi, pourquoi des personnes restent dans l'effleurage de certaines choses, c'est parce que ils cherchent une échappatoire. Et c'est pas la même chose en fait d'avoir une pratique magique pour avoir une échappatoire d'une réalité qui peut ne pas être très agréable, etc. Et de choisir un cheminement de spiritualité et de magie, de pratique magique, etc. Pour s'améliorer, pour devenir la meilleure version de soi-même, la version qu'on est vraiment venu et on a été créé et on est né dans ce monde-là à cet instant présent pour apporter ça. On est né pour être cette personne-là. Donc, on est né pour faire ce travail de différentes blessures, etc.
et pas de rester en fait dans une matrice édulcorée. Voilà, en gros c'est ça. Donc c'est à mon avis la distinction des personnes voilà qui veulent juste un peu d'échappatoire, juste un peu voilà d'imaginaire, de repos et ça se comprend. C'est pas quelque chose, encore une fois, c'est pas un jugement et c'est pas du tout négatif. On n'est pas tous au même endroit au même moment, mais à un moment donné, si on veut vraiment que cette pratique devienne part de nous, parce que bah voilà, quand on pratique la magie, quand on pratique n'importe quelle pratique spirituelle, moi personnellement, hein, comme je le dis à chaque fois, je ne peux pas dire que je travaille en fait. Quand je suis thérapeute, je suis formatrice, etc. Je dis jamais que c'est mon travail. C'est ma vie. C'est comme ça que je suis. C'est mon mode de vie en fait. C'est-à-dire que ce que j'enseigne, c'est exactement ce que je fais pour moi. Quand je prépare des tisanes, etc., je les prépare pour moi aussi. Quand je fais des rituels pour des cercles de femmes, je les fais pour moi aussi, etc. Donc ça devient un mode de vie. Et je pense que peut-être la distinction des personnes qui vont dans la profondeur versus celles qui effleurent, c'est un choix de mode de vie versus des personnes qui veulent juste une petite échappatoire. Ouais, c'est très profond. Mais je comprends. Effectivement, c'est aussi très, très important de le dire, de ne pas être dans le jugement de l'autre aussi. Parce qu'on n'est pas au même niveau. Pas au même niveau dans le sens, il y en a qui sont plus forts que d'autres, pas du tout. Hein. C'est simplement qu'on n'en est pas arrivé au même point de compréhension. On n'en est pas arrivé à la même reconnaissance de nos émotions, de nos blessures, etc. Et chacun a besoin d'un temps différent pour le faire. Donc, effectivement, c'est pas une question de ah oui, moi je suis plus éveillée que toi. Pas du tout. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'ego spirituel. Pareil, on balance ça. Oui, mais ceux qui disent être toujours dans la lumière, c'est compliqué aussi. Hein. C'est clair. C'est surtout que ça va à l'encontre même. Des gens qui sont dans la spiritualité, dans la nature, etc. Et qui disent moi je suis toujours dans la lumière, c'est nier complètement le fonctionnement de la nature elle-même. Donc, quelqu'un qui se veut dire « Ah oui, moi, je travaille avec les énergies de la nature, etc. Mais je suis que dans la lumière. » Oui, en fait, tu n'as pas compris que la nature, regarde un guépard bouffer une girafe, tu vas voir, c'est pas super lumineux comme truc. Hein. C'est vrai. Regarde une tornade, regarde un raz-de-marée, ça n'apporte pas de lumière, ça apporte un nettoyage. Après, on peut voir la lumière dans la destruction. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est de voir que un acte qui peut être jugé comme violent, comme méchant ou quoi que ce soit, voilà, qu'on peut donner ces jugements de mauvais, au final, c'est ce qu'on appelle toujours le fameux cadeau mal emballé. Hein. C'est le cadeau qu'il y a dans l'adversité, au final. Qu'est-ce que ça apporte, au final, à un raz-de-marée, une tempête, etc. Ça remet les choses à zéro. Alors oui, on a tout perdu. Oui, on a pu avoir perdu des proches, etc. Machin. Oui, il y a une part de deuil à devoir faire. C'est essentiel. Mais au bout de X temps, on va se rendre compte du cadeau que ça a été parce que c'était nécessaire qu'on fasse ce nettoyage. Et parfois, l'humain est un petit peu têtu. Donc, la nature ou l'univers, ou peu importe comment on veut le nommer, nous donne un bon coup de pied pour dire, bon là, c'est bon, ça suffit, arrête tes conneries. Il faut tout nettoyer, il faut tout recommencer, repart à zéro. Et donc, c'est pas des choses que nous, en tant qu'humains, en tant qu'êtres limités, on aime parce que du coup, l'univers, lui, était limité. Donc, pour lui, c'est comme tellement évident. Mais pour nous, qui savons qu'on a une durée limitée de vie sur cette terre, de fait, c'est pas toujours fun de se dire, mon Dieu, j'ai fait tout ça pendant X années et on va tout me détruire. Oui, ça fait partie des changements. Il n'y a rien qui est pérenne, en fait, dans la vie. Tout doit être changement. La nature elle-même, chaque année, perd ses feuilles, meurt l'hiver et renaît au printemps. Donc, cycle naturel. Donc, dans la vie, recommencer aussi à zéro certaines choses fait partie de l'évolution de l'être. Dépendamment, oui, ou ce qu'on a fait de notre vie, le chemin qu'on a choisi de prendre, si ce chemin, en fait, est une voie sans issue, il va falloir ouvrir un autre chemin. Donc, il y a plusieurs façons pour ça. Soit on part à rebrousse-chemin, soit on ouvre une autre voie qui n'est pas très empruntée, soit définitivement on détruit tout ce qui a été construit parce que construit pour des mauvaises raisons. Et encore une fois, c'est pas un jugement qui nous dévalue, c'est simplement que à un instant T, on a fait ce qu'on avait pu, on a fait ce qu'on a pu avec toutes les informations qu'on avait à ce moment-là.
quand on se place après, a posteriori, forcément, on se dit, ah putain, mais si j'avais su. Oui, mais non, tu savais pas. Donc, ça sert à rien de se le dire. Tu savais pas. Mais par contre, ces étapes de nettoyage, les petites morts, comme on appelle ça, et on en vit déjà annuellement, de base. Il y en a qui vivent des gros changements de vie. Moi, personnellement, je suis passée de quelqu'un qui était parti pour faire une carrière de chercheur dans le domaine de la neuroscience. J'ai pris un virage à 180 littéralement. À un moment donné, il y a eu un truc qui a fait snap dans ma tête. J'ai dit non, mais c'est bon, c'est pas pour moi, c'est pas ce monde-là dans lequel je veux être en fait. Et donc oui, j'étais partie vivre d'ailleurs, j'étais partie. La première fois, je suis partie à Toronto pour faire mon doctorat, qui n'a pas fonctionné. Donc j'ai relancé un deuxième doctorat à Montréal. J'ai passé 5 ans à Montréal pour mon doctorat avec des obstacles de fou dans mon doctorat. Donc, la fille qui veut vraiment pas comprendre. Donc, l'univers a été sympa. Il mettait plein de trucs comme ça pour me dire, c'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas par là. Et je continuais dans ma voie quand même jusqu'au moment où, il y a une accumulation, en fait, de, entre guillemets, signes qui fait que, ouais, non, là, c'est bon, j'ai compris, c'est pas par là. Et c'est cette voie-là qu'il faut que j'emprunte maintenant. Donc, encore une fois, c'est une destruction de quelque chose qu'on a passé des années à construire. C'est souffrant, c'est douloureux, c'est un deuil. De la même manière que ton perd un être cher, c'est un deuil tout autant quand un projet s'écroule, quand une maison qu'on a construite s'écroule ou qu'on doit la vendre, etc. Oui, c'est extrêmement souffrant. Et sur le moment, on va peut-être pas forcément voir le cadeau, mais on le verra à un moment donné parce que c'était une étape nécessaire pour pouvoir continuer à avancer, puisque j'avais écouté je crois que c'était Frank Lobvet qui avait dit ça dans une conférence. Il disait l'immobilisme, c'est la mort en fait. Et ça m'avait frappé comme dans la force en fait de cette phrase-là. Mais de fait, quand ça ne bouge plus, ça ne peut plus évoluer, ça ne peut plus grandir, il n'y a plus rien en fait qui se passe. Et donc, c'est littéralement un état de mort puisque la vie est une constante évolution. Donc, si on reste immobile, si on n'accepte pas de changer parfois, au bout d'un moment, ça va nous mener à notre perte. Et certains, c'est ce qui se passe. Je vois. En résumé, rencontrer sa part d'ombre, c'est aussi faire corps avec lui. Et ça nous permet vraiment une profonde transformation, autant dans notre vie que dans notre être, en fait. Tu es là. Exactement. C'est un petit peu la déesse, justement, Morrigan, moi, qui est ma déesse patronne, avec qui je travaille énormément. Et en fait, c'est une divinité qui est très mal perçue, très mal connue. Et pour autant, on parle justement, c'est la déesse de la transformation, de mort, renaissance, etc. Donc, à chaque fois, quand il n'y a aucune divinité dans les panthéons qui sont vraiment des divinités de mort pure, c'est toujours la mort dans une idée de transformation. Dans le tarot, c'est pareil. La carte de la mort ne veut pas dire que vous allez mourir. La carte de la mort dit qu'il y a un changement drastique qui va se faire. Donc, ce genre de choses-là, en fait, d'avoir cette compréhension de la mort transformatrice, même justement un petit aparté série, puisque du coup j'ai regardé Agatha All Along, la série Agatha All Along. Tu as vu la fin ? Tu as vu la fin ? Ah oui. Ouais, c'est dingue la fin. Donc sans spoiler rien pour personne, ouais. Mais l'idée qui est donnée dedans, c'est que la mort est nourricière. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que dans nos sociétés occidentales, on n'accepte pas, en fait. Pour nous, la mort, c'est la fin, c'est horrible, etc. Non, la mort peut aussi amener la vie, au final. Donc c'est quelque chose, qui, je pense, fait partie de nos croyances à recréer, en fait, de sortir cette fausse croyance de la mort, c'est horrible. Oui, c'est pas agréable parce qu'il y a cette idée de l'attachement qu'on a sur des personnes ou sur des objets ou quoi que ce soit qui vont faire qu'on va se sentir seul sans ça. Mais au final, c'est une fois que ce passage de deuil fait, on se rend compte à quel point c'est venu nourrir d'autres espaces, c'est venu libérer d'autres espaces. Et donc cette idée-là, en fait, je trouve, permettre de voir la mort de manière beaucoup plus positive, en un certain sens. Dans certaines cultures, c'est le cas d'ailleurs, mais en Occident, on a un peu plus de mal avec ça. C'est compliqué. Et alors,
Il est 11h47, on va pas tarder à terminer. J'ai vu par rapport à ton plan que tu voulais aussi également nous parler d'une méditation particulière autour de ce sujet. Et oui, puisque du coup, sur Radio Fantasia, de toute façon, pour le 15 novembre, pour la pleine lune, on a choisi justement la méditation de la pardon. Oui. Donc, c'est une de mes premières méditations que j'ai réalisées, justement, avec Morrigan, d'ailleurs, et que du coup, vous pouvez déjà écouter en amont, si vous n'êtes pas là le 15 novembre, sur YouTube ou sur mon site Internet. Mais en tout cas, voilà, elle sera diffusée en direct avec, je crois, nos commentaires, si je ne me trompe pas, ma chère. Tout à fait. On va se connecter à cette émission avec Alexandra. On sera là avant le passage de la méditation. Et après le passage de la méditation pour cette pleine lune. Tout à fait. Donc voilà. Donc du coup, c'est un bon... pour moi, voilà, j'ai fait exprès de la mettre juste après notre chronique aujourd'hui pour donner un petit peu exercice pratique. Petite méditation guidée pour aller à la rencontre de sa pardon. Et je vois, les enchanteurs sur le chat sont hyper sages, ça papote peu. Ils t'écoutent tous, hein. C'est juste merveilleux. Enfin, je me dis, waouh, je pense que le sujet est très happant et ce qui est logique. Alors, donc, tu as prévu aussi, de ce que j'ai compris, donc tu vas faire un programme Révèle ta déesse intérieure qui est prévu. Oui, c'est celui que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est un programme qui est déjà en place, un programme qui est individuel. Alors, en présentiel, malheureusement, pour les enchanteurs qui sont un peu loin du sud de la France. Mais c'est un programme que j'ai fait, comme je disais tout à l'heure, c'est un cheminement initiatique qui permet d'aller à la rencontre de sa pardon, de se réconcilier avec, de récupérer toutes ces différentes facettes. Donc, il y a à la fois un cheminement initiatique en lien avec Avalon, en fait, avec les différentes étapes qu'on peut vivre à Avalon. Et donc, des éléments en fait pareil initiatique sur le côté féminin sacré, donc les bases du féminin sacré, les archétypes du féminin, etc. Donc un programme que j'aime beaucoup faire parce que du coup c'est un programme qui est en individuel et qui, au lieu d'être simplement des séances classiques de soins énergétiques et autres, j'y combine le côté rituel. Donc ce sont des séances qui durent 3 heures et non pas 1h30 ou 2 heures pour avoir un rituel personnalisé, donc vraiment de vous offrir cette capacité d'avoir ce cheminement initiatique, un peu comme un cercle de femmes qui serait vécu rien que pour soi, en fait. Donc, de créer ces espaces-là. D'accord. Alors, est-ce que tu peux rappeler ton site internet et un mail si jamais les auditeurs veulent te joindre ? Alors, mon site internet, c'est donc Alexandra Gallo, GA2LO, .com. Et du coup, vous pouvez directement me contacter sur mon site. Il y a un appel découverte gratuit. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon agenda connecté. Et du coup, c'est pareil, dans la version contact, vous avez mon mail, etc. aussi, donc qui est contact.alexandragallo@gmail.com. Donc voilà, je suis totalement à l'écoute pour pouvoir partager et vous expliquer un peu ce programme si vous êtes intéressé. Merveilleux. Un grand merci à toi, ma très chère Alexandra, pour cette merveilleuse chronique. Une chronique que vous appréciez toutes et tous, parce que je peux vous dire, j'ai vu les chiffres des replays, et on a vraiment la sensation que ce sujet vous porte au cœur. Donc, c'est que du bonheur d'avoir Alexandra chaque premier dimanche du mois. Donc, écoute, on va te laisser. Alors, soit si tu veux rester, il n'y a pas de souci. Mais on va donc passer au tirage au sort avant de finir l'émission. Et je te remercie encore une fois pour cette jolie rubrique autour de la magie d'Avalon. Et comme je vous ai dit, les enchanteurs, ce n'est qu'un début autour de la magie d'Avalon. On a déjà fait 3 épisodes autour de ce sujet. C'est une initiation qu'Alexandra nous propose chaque premier dimanche du mois. Donc ne ratez pas ce joli rendez-vous. Oh, merci ma chère Aïna, ça me fait bien plaisir en tout cas. Et puis au mois prochain pour la suite des aventures. Et oui. Replay, ça s'est passé sur Radio Fantasia. Radio Fantasia.